Bienvenue à cette session. Donc, dans cette session, on va parler d'un retour d'expérience sur comment le groupe Mars a embrassé la Power Platform, donc de la découverte jusqu'au passage à l'échelle et toute la phase d'adoption de la Power Platform. Avant de commencer, là, ça va mieux. Voilà. Tac. Avant de commencer, je tiens à remercier les sponsors qui ont permis la tenue de cet événement. Pour vous présenter cette session, donc moi-même, Loïc Simon, expert Power Platform chez Sogeti. Ça fait 2 ans, 3 ans maintenant que je travaille avec la Power Platform et j'en ai fait mon domaine d'expertise. Concrètement, j'accompagne nos clients à la fois sur des problématiques de delivery, donc faire en sorte que tous les projets Power Apps, Power Platform se déroulent correctement, et aussi sur tout ce qui est gouvernance, accompagnement des clients sur comment on met en place la Power Platform, comment on la sécurise, comment on fait en sorte que ça fonctionne bien avec le Citizen Development et compagnie. Et du coup, aujourd'hui, pour m'accompagner sur cette session, un invité de marque, Pascal Verlaché, de Mars même. Donc Pascal Rachel, bonjour à tous. Ça fait 15 ans que je travaille pour Mars. Je suis responsable de tout ce qui est collaboration au sein de Mars. Donc c'est des sujets qui peuvent être pour Automate, pour Apps. Ça peut être des chatbots aussi et des sites web internes. Ma population, c'est vraiment les associés de Mars. Donc en introduction, alors comme dit, déjà, on va présenter un peu les deux boîtes. Ensuite, on va repartir, on va raconter un peu toute l'histoire du commencement jusqu'à là où on en est. On va faire un point sur là où on en est, expliquer comment on y est arrivé plus exactement. Dans un premier temps, Sogeti qui fait partie du groupe Capgemini, qui est un acteur technologique pour vous accompagner sur la transformation digitale. D'accord? Rapidement, les domaines de compétences, les domaines d'expertise de Sogeti sont principalement dans le digital, avec tout ce qui est l'agile et le cloud. Donc, la Power Platform en fait partie. On a aussi un domaine d'expertise sur tout ce qui est testing, la qualité de développement, des choses comme ça, et le cybersécurité. Donc, on a une vocation à travailler en proximité, donc en local, mais tout en gardant un rayonnement qui se veut national, voire international, parce que la puissance du groupe fait qu'on a quand même de belles ouvertures et des belles capacités à produire. Plus précisément sur la partie Power Platform, la partie low-code, on a un panel de services qui va juste de la découverte avec des introductions, des séminaires comme ici par exemple, jusqu'à l'accompagnement de la mise en place de la plateforme à l'échelle de l'entreprise, comme ce qu'on fait avec Mars par exemple. Donc, je ne vais pas m'attarder plus sur Spaghetti, on va laisser Alors, le présenter groupe Mars. Mars, c'est un groupe qui est plus que centenaire. Il a été créé en 1911. On peut voir qu'il y a 125 000 associés. En vrai, il y en a 130 000 à présent. Le groupe Mars est composé en différents segments. Tout le monde connaît Mars, le chocolat, M&M's, Snickers. Ça fait partie de ce qu'on appelle Mars Wrigley. Donc, on a racheté Wrigley il y a quelques années, qui sont des chewing-gums. C'est vraiment tout ce qui est confectionnerie. Mars s'occupe aussi de tout ce qui est pet food, donc la nourriture pour animaux. Ça peut être du Pédigré, du Sheba. Royal Canin appartient à Mars aussi. On s'occupe aussi de tout ce qui est nourriture pour les humains, donc via Uncle Ben's, Fizzy One, Miracoli. Et ensuite, on a un dernier segment, Mars Edge, qui est vraiment la nutrition, enfin plus nutritive, vraiment très très spécifique, via des petites marques qui ne sont pas encore très très connues, Cocovia, Gomo et d'autres choses. On a plusieurs marques qui veulent quand même des grosses marques, encore une fois, Pédigrépal, Royal Canin, Snickers, Twix, qui sont des marques à plusieurs milliards donc, de chiffre d'affaires. Et donc moi, je suis personnellement basé à Guenot, sur un des sites qui fait partie de Mars Global Services. Donc Mars Global Services, ce sont des shared services, comme on appelle ça, donc des services partagés. Il y en a près de 6 dans notre entreprise. Type Organization, c'est vraiment tout ce qui est ressources humaines. Moi, je fais partie de Digital Technologies, il y a des services financiers, commerciaux, des laboratoires aussi, et tout ce qui est Insights. Et au sein de Digital Technologies, vraiment, on a vocation à supporter tous nos segments qu'on a listés juste là. Pourquoi est-ce que Mars a vraiment voulu adopter la Power Platform? Déjà, il faut savoir que Power BI, c'était quelque chose qui était déjà relativement adopté à Mars. Ça fait plusieurs années qu'on utilise Power BI. Power BI, c'est très bien faire du dashboarding. Malheureusement, pour compléter les informations, il y a des choses qui manquaient. Et c'est pour ça que Microsoft propose ce qu'on appelle la Power Platform avec Power Apps, Power Automate.
Au sein de Mars, on a ce qu'on appelle le Digital Engine, c'est vraiment comment est-ce qu'on va livrer les projets à Mars. Faut être à la fois agile, faut automatiser, faut utiliser les dernières technologies. C'est vraiment tout ce qu'on nous propose de faire au sein de Mars. Pour faire ça, en fait, vraiment ce qu'on essaie de faire avec Power Apps. Power Apps, on pense que Power Apps est là pour convertir une idée en prototype. Vous pouvez automatiser ensuite des choses via Power Automate. Vous pouvez faire du dashboarding derrière. Vous pouvez utiliser de l'AI Builder. Vous pouvez tout faire un petit peu de tout ça via cette plateforme. Vraiment être très agile. Et ce qu'on a décidé de faire pour cette plateforme, enfin pour cette présentation, c'est de commencer par la fin, c'est de dire où est-ce qu'on en est. Donc vous donnez les chiffres, là où est-ce qu'on en est, et vraiment comment est-ce qu'on en est arrivé là. Ça ne veut pas dire que les chiffres sont bons, parfois il y a des chiffres qui sont bons et oui, il y en a d'autres qui personnellement m'interrogent un petit peu plus, mais ça vous permet un petit peu de comprendre où est-ce qu'on en est et encore une fois, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là. Voilà. Donc au niveau des chiffres, on voit 20 000 utilisateurs de Power Apps. Donc ça reste quand même une belle utilisation. Donc actuellement la Power Platform, c'est vraiment au niveau du groupe. Parmi ces 20 000 utilisateurs, donc il y a les utilisateurs finaux, mais on a quand même quasiment 1500 FlowMaker et 1100 AppMaker. Donc c'est des chiffres environ, mais ça reste une belle proportion. Pas mal de champions déjà identifiés, qui sont, ce qui est important, en dehors de la partie digital technologie. C'est-à-dire c'est des citizens qui sont pris à bras-le-corps la plateforme et qui se sont détachés par leur expertise, alors qu'ils n'ont pas de formation plus que ça technique. En termes d'applicatifs, actuellement, on a plus de 400 applications, 4000 applications, pardon, tout confondu. Donc, Model Driven, Canvas, formulaire SharePoint, euh, tout, tout, euh, tous ces types d'applications-là. Et on a quand même quelques belles réussites parmi ces 400, parce qu'il y a beaucoup, hein, comme Citizen Development, des fois il y a des applications qui traînent, il y a des applications qui ne sont pas forcément grand utilisées, mais on a quand même des applications qui sont utilisées plus de 1000 fois par mois, il me semble, ici. Voilà. En termes d'organisation, je ne vais pas faire tous les chiffres, hein. En termes d'organisation, actuellement, pour gouverner la plateforme, on est 4 personnes. 4 personnes, principalement des associés Mars. Et derrière, pour délivrer, on a une équipe de 20 personnes, principalement basées en Inde, sur de l'offshore. Et on a un trend de à peu près 25 projets par mois sur la Power Platform. Donc, on a quand même un bon rythme maintenant. Du coup, voilà où on en est aujourd'hui. Comment on en est arrivé ici? Comment on en est arrivé là? La petite question avant, oui. Pour ceux qui sont ici, même en ligne, je vais remettre le micro. D'après vous, quels sont les pays chez Mars qui utilisent le plus la Power Platform? Les pays, c'est le pays. Le pays qui utilise la plateforme. Si on pense à Mars, généralement, je pense que je vais peut-être répondre à votre place, on pense aux États-Unis, forcément. Ouais. On peut lui dire, tiens, on est français, donc ça va être la France. On va penser aux Chinois, parce que forcément, ils sont plus nombreux. En vrai, c'est l'Égypte. C'est là que tout le monde fait. Mais ça ne fait pas de sens. Effectivement, ça ne fait pas particulièrement de sens, et c'est ça toute la beauté de l'histoire des Power Apps. Pourquoi? Parce qu'il y a un citizen développeur en Égypte qui a lancé son application, qui a rendu son application relativement visible, mais au sein de toute son équipe au Caire. Donc il y a vraiment une utilisation très très massive. Et sur nos 75 applications qui sont utilisées plus de 1000 fois par mois, il est en numéro 2 et en numéro 3. Il a vraiment créé une application. En fait, le pourquoi du comment, c'est l'Égypte n'avait pas de budget. Ils n'ont pas le budget pour créer des applications globales, pour se payer des grosses applications globales. Donc ils l'ont créé eux-mêmes. Tout simplement. La FAF, il s'appelle. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Alors là, petit peu d'humour. Voilà, c'était ma blague du jour. C'est Mars. On est arrivé sur Mars. Voilà, c'était ma blague et il fallait que je la fasse. Désolé pour cet humour qui est assez nul. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là en vrai? C'est tout a commencé en fait. Moi, je suis arrivé dans l'équipe il y a 4 ans et je suis parti à Chicago. Donc, à l'époque, on pouvait encore se déplacer. Et j'ai découvert ce système qui s'appelait Welcome at Mars. Et on arrivait en fait à Chicago. On avait une tablette ici. Il fallait qu'on se prenne en photo pour dire qui est-ce qu'on était, pour qu'on prévienne en fait notre host, la personne qui nous accueillait. À partir de là, en fait, il y a un message en Teams qui était affiché, tiens, comme quoi enfin, j'étais arrivé à l'accueil. La personne recevait mon profil d'elle aussi, pour savoir directement qui j'étais, pour un petit peu fouiller. Et en fait, ils pouvaient m'accueillir comme ça. Et en parlant avec les gens qui avaient créé cette solution, c'est des gens de mon équipe, c'est deux geeks en fait qui avaient découvert la Power Apps. Et en parlant avec eux,
tout de suite, j'ai vu une sorte de potentiel en me disant, si, certes, c'est des geeks, donc ils ont réussi à faire quelque chose qui est relativement sympa, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire autre chose derrière? Donc, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? On a réussi à avoir, déjà à définir comment utiliser la Power Apps. La Power Apps, c'est vraiment là pour faire du test and learn. On pense vraiment que c'est vraiment quelque chose qui est très très intéressant et c'est quelque chose qui était promu par notre direction. Et donc, on a essayé d'identifier vraiment les use cases qui étaient relativement faciles, comment utiliser Power Apps au sein de l'entreprise. Le premier, c'était vraiment, on a plein de papiers. Des papiers pour demander des congés, des papiers pour demander, même pour quand une machine ne fonctionne pas dans l'usine, on remplit encore un papier. Ce genre de choses, on peut le digitaliser très très facilement. Il y a des process qui sont relativement récurrents, qui prennent du temps. Pareil, on peut les digitaliser via Power Apps. Parfois, on n'a pas forcément de solution, on aimerait faire quelque chose, il n'y a pas d'application, ça coûte très très clair les solutions SaaS. Pareil, il n'y a pas d'application qui existe, mais on peut le faire dans Power Apps. Et dernière réponse, comme pour l'Égypte, vous n'avez pas de budget, pensez à Power Apps. C'est un petit peu comme ça qu'on a commencé à lancer la Power Apps. Et donc, on a quand même des contraintes. Enfin, comme toutes les boîtes qui commencent dans Power Apps, on n'a pas de budget. J'ai entendu ça hier sur des Natixi. Effectivement, il n'y avait pas de budget. Donc, comment est-ce qu'on a fait ça? On a juste, j'ai réussi à obtenir 20 000 dollars pour embaucher Loïc. C'est comme ça que ça a commencé. C'était bien, mais c'est pas suffisant. Et ensuite, on a essayé de faire aussi, vraiment définir qu'est-ce qu'on va faire ou pas faire dans Power Apps. Donc, c'est vraiment, enfin, certes, c'est quatre règles. Tiens, vous pouvez faire du papier, tout ça, c'est bien. Mais il y a quand même des règles qu'on voulait faire, c'est ne pas faire d'applications business critical. C'est-à-dire, on ne veut pas mettre en place une équipe qui va supporter ces applications 24 heures sur 24, c'est du 11 sur 7, c'est pas possible. Et surtout, on voulait sécuriser la plateforme. Quand je dis sécuriser, c'est mettre des garde-fous d'une certaine manière. L'exemple que moi j'ai en tête, c'est Lotus Notes, qui a été créé à Mars il y a très très longtemps. Ça fait 15 ans qu'on essaie de retirer Lotus Notes, on n'a toujours pas réussi. Donc, on ne veut pas faire un Lotus Notes numéro 2. Et c'est là qu'on a donc commencé une collaboration avec Sogeti, avec Loïc en particulier, sur vraiment l'aspect gouvernance et delivery. Et pour l'aspect delivery, voici nos 3 premières applications que Loïc va vous expliquer. Ouais, donc effectivement, les premières étapes lorsqu'on a accompagné Mars, c'était déjà de monter en compétence sur la Power Platform, parce que là, on est il y a 3 ans en arrière, donc la Power Platform était encore relativement nouvelle. Donc, les premières étapes, c'est de monter en compétence, voir un peu les use cases qu'on avait identifiés, comment on y répond, est-ce que c'est facile d'y répondre, comment on les couvre, et voir aussi un peu quelles sont les limites de la plateforme. Parce que il y a le message marketing de Microsoft, tout le monde peut y aller, est-ce que tout le monde peut vraiment y aller? Et à quel rythme les gens montent en compétence aussi dessus. Il y avait toute cette approche-là. Et donc, pour ça, on a développé ces 3 applications. Donc, la première ici, on appelle Team, donc c'est Time in Motion, qui va en fait permettre aux forces de vente qui vont dans les magasins de simplement remplir le temps qu'ils prennent pour faire chacune des actions. Pour la petite histoire de cette application, c'est la vraiment première application que j'ai développée en Power Apps. La personne qui avait besoin de cette application est venue me voir le lundi. Le mardi, on a défini le besoin. Le vendredi, l'application était prête. Voilà. Donc, application très simple, hein, un enchaînement de formulaires très simple, on rentre des numéros pour dire voilà, j'ai mis 5 minutes à me garer sur le parking, j'ai mis 3 minutes à rencontrer le directeur du magasin, j'ai mis 10 minutes à définir les objectifs, ce genre de choses. Donc, un enchaînement d'écran assez simple, avec du offline quand même. Voilà, donc, encore une fois, tester un peu les capacités de la plateforme. Mais bon, application développée en 3 jours pour une première application, c'est dire, il y a quand même un potentiel. Donc après, on a été un peu plus loin avec une application où là, il y avait beaucoup plus de volume. L'application Mars LifeSafe qui va en fait permettre de déclarer tout ce qui est incident et presque incident. C'est-à-dire que voilà, je suis dans les locaux Mars, j'ai glissé, j'ai failli me faire mal, je peux déclarer ça. Il y a eu une flaque, je peux prendre des photos, dire voilà, là, il aurait fallu nettoyer, mettre en place un plan d'action, définir un peu la catégorie de l'incident, où est-ce que ça s'est passé, le remonter au manager, mettre un plan d'action derrière. Donc ça, tout ça grâce à Mars LifeSafe. Donc ici, la problématique, c'est comment on passe à l'échelle. Alors là, c'est petite échelle, parce que bon, il y a quand même quelques centaines d'utilisateurs, mais comment on passe à l'échelle et se heurter aussi aux problématiques du licensing. Forcément, volume un peu plus gros, qu'est-ce que je fais avec? Est-ce que je peux aller avec du SharePoint? Est-ce que je vais sur des choses qui sont plus premium? Et un autre type d'application ici, le Peanut Vision, qui là est comment on s'interface avec le système. L'idée de cette application est tout simplement de se dire, on a chez Mars des équipes qui développent des modèles IA en Python.
donc via des API, sauf que quand ils présentent leur modèle, bah forcément, quand on fait des lignes de code quand on présente aux décideurs les API, avec des lignes de code, c'est pas parlant. On a créé cette application qui va tout simplement récupérer une photo, l'envoyer au modèle et rafficher les résultats. Que du front, aucune logique, enfin, quasiment aucune logique, et ça donne ça, application développée en 2D. Qui va permettre en fait d'avoir un effet un peu plus sympa, un peu plus percutant lorsqu'on va présenter les API. Donc ça, c'est les 3 premiers use cases qu'on a fait chez Mix. Ces use cases a été relativement sympathique, mais en même temps, on avait déjà des personnes qui étaient des citizen développeurs qui ont commencé à Mars. Alors, ce qui est intéressant de voir, en fait, c'est que cette population, enfin, j'essaie de mettre les différents segments, parce qu'on peut pas Mars fonctionne par segment. Il y a des personnes du côté Petcare, il y a des personnes qui font confectionnerie, des personnes multi-state, des personnes de DT, effectivement. Et les géographies étaient relativement intéressantes aussi. Une personne d'Angleterre, une personne d'Australie, une personne d'Afrique du Sud, une personne d'Indonésie. Donc c'était vraiment tout le monde en fait s'était mis à la Power Apps, mais sans qu'on le contrôle potentiellement. Et vraiment, ce qu'ils avaient en commun, toutes ces personnes, c'était ils avaient juste un esprit curieux. En fait, ils n'avaient pas forcément besoin de training, parce qu'en fait, les gens trouvaient leur training eux-mêmes sur YouTube. Mais ce qu'ils avaient besoin, c'est vraiment de guidance d'une certaine manière. Qu'est-ce qu'on a le droit ou ne pas le droit de faire au sein de Mars? Et donc, c'est vraiment là qu'ils avaient besoin de nous. Et toutes ces personnes, c'était assez rigolo parce qu'en fait, justement, on a parlé de near miss. En fait, il y avait une de ces personnes qui avait fait une application, c'était near miss, des presque incidents, des presque incidents dans l'usine. En fait, ce qu'on pouvait constater, c'est que toutes ces personnes avaient des besoins certes spécifiques pour leur usine, pour leur segment, mais qu'au final, on pouvait les regrouper. Et c'est un petit peu ça l'idée qu'on a essayé de mettre en place derrière Power Apps, c'est chacun des idées, mais en fait, on est là pour les consolider aussi. Et donc là, on peut voir différents exemples de eux, ce qu'ils ont fait. Donc, une personne en Russie a une idée très simple, c'est comment remercier les personnes. C'est je pense que tu as fait du bon boulot. Donc, je vais taguer une personne, en fait, et en fait, si jamais je tague une personne, c'était relativement intéressant comme concept. En remerciement vous-même, parce que vous avez remercié une personne, vous avez un café à la cantine. C'est un concept. Celle-ci, c'était vraiment une application qui a été créée par un Australien. J'étais impressionné par cette démo quand tu m'avais fait la démonstration. La personne, c'est une personne qui fait de l'ingénierie de packaging. Donc rien à voir avec MarkDT. Donc pas du tout une personne technique à la base. Mais en fait, ce qu'elle faisait, enfin, elle s'interfaçait avec un autre système, enfin, un third-party système, n'importe lequel, c'est un outil de PPM. En fait, elle faisait un Power Automate qui tous les jours extrayait des données de ce système pour ensuite pouvoir faire un reporting derrière, pouvoir modifier les données derrière. C'était juste impressionnant pour une personne qui ne se détaille de la technique. Et la dernière, Loïc, s'il te plaît. La dernière, donc, c'est celle de Anne-Lise, qui est aussi une belle histoire. Anne-Lise est responsable de la gestion des plantations de cacao en Afrique. Hein. Et en fait, comment ça se passait avant pour gérer les champs? Les employés allaient sur site, donc ils utilisaient des routes pas forcément bien goudronnées, avec des problématiques de connectivité, parce qu'en Afrique, bah, il n'y a pas Internet partout. Ils passaient sur les plans, ils prenaient les relevés sur des feuilles de papier. Retour à la maison le soir, ils retraduisaient tout ça dans des fichiers Excel, qu'ils envoyaient ensuite par email à Annelise, qui reconsolidait dans un autre fichier Excel pour pouvoir faire du reparti. Beaucoup de travail manuel, beaucoup d'erreurs dans les données, forcément. Un rythme de vie aussi un peu faussé parce que bah, les employés passaient énormément de temps le soir à recopier et à consolider l'information qu'ils avaient collectée pendant la journée. Et dans ce qu'a fait Annelise, c'est simplement dit, bah, OK, elle a commencé à chercher sur Google qu'est-ce qu'elle pouvait faire. Elle a trouvé la Power Apps et elle a créé une première application en 2 semaines sur ses vacances de Noël. Et elle a créé cette appli qui va permettre maintenant aux employés de tout simplement prendre leur tablette, aller sur les champs, on enregistre le point GPS pour savoir par où ils sont passés pour avoir les traces. Pour chacun des plants, des arbres, des cacaotiers qu'ils analysent, ils collectent directement les informations dans la Power Apps qui fonctionne en offline. Du coup, comme ça, quand ils reviennent le soir, ils se connectent sur le Wi-Fi, ils appuient sur un bouton, tout se synchronise avec une base de données où tout de suite les reports sortent derrière. Voilà. Donc ici, on voit quand même un gain de temps qui est énorme, à la fois de productivité, mais aussi au niveau du rythme travail perso. Parce que du coup, bah, les employés, ils avaient plus à passer des heures le soir à collecter l'information. La donnée est beaucoup plus qualitative. Donc là, un gain énorme. Et encore une fois, quelqu'un qui n'était pas du tout technique et qui a fait cette application qui est vraiment incroyable.
Et depuis, bah, elle continue. Je crois qu'on en a fait 2 ou 3 autres pour supporter son business. Alors, grâce à tout ça, en fait, ce qu'on a décidé de faire assez rapidement, c'est d'ouvrir Power Apps à tous les associés. Quand j'ai dit l'ouvrir, c'est en fait tout le monde peut l'utiliser. Donc, c'était très bien. Mais ce qu'on a essayé de ne pas faire, c'est de promouvoir l'outil. C'est de ne pas très bête. Donc, on l'a ouvert à tout le monde, mais on n'a pas voulu le promouvoir. On avait juste peur que ça nous explose, en fait, et qu'on ne puisse pas le contrôler. Donc, c'est pour ça qu'on a essayé de l'ouvrir pour mettre en place ensuite derrière le seul suivant, il y a la gouvernance. La gouvernance, effectivement, avec toutes ces initiatives, avec ce qu'on avait découvert et ce qu'on avait appris, on s'est dit, bon, il faut quand même qu'on mette les garde-fous qu'il faut bien sur la plateforme. Donc, on s'est intéressé à toute la gouvernance. Première étape, sécuriser la plateforme, s'assurer que les utilisateurs ont accès au bon environnement, avec le bon niveau de sécurité, les bons connecteurs, ni trop ni moins, avec le bon niveau de sécurité pour s'assurer qu'ils puissent profiter au maximum de la plateforme, tout en respectant toutes les règles de sécurité et policy de l'entreprise. Un gros travail sur le monitoring, parce qu'il est important de savoir avec cette plateforme-là, qu'est-ce qui s'y passe. Comme dit, hein, là, aujourd'hui, avec les 4000 applications, il est important de savoir à tout moment où sont nos applications, à quoi elles se connectent, quels sont les connecteurs utilisés, à combien de personnes elles les partagent, ce genre de choses. Donc tout ça avec du monitoring automatisé, principalement basé sur le COI Starter Kit de Microsoft, d'accord, qui permet justement d'avoir de beaux insights de la plateforme et du coup après avec les process qui vont bien autour. Il a fallu aussi, au-delà des outils, euh, mettre en place une équipe pour gouverner la plateforme. Parce que, alors, effectivement, l'équipe de Pascal ici avait pris le lead sur la plateforme en termes de technicité et d'administration, mais il faut quand même se connecter avec d'autres pans, d'autres teams de l'entreprise. Les équipes d'architectes d'entreprise, des équipes de sécurité, pour s'assurer que tout le monde est en accord sur l'usage de la Power Platform, s'assurer que les process de sécurité de l'entreprise ils sont bien alignés, que tout le monde est au courant et qu'on puisse avancer correctement tous ensemble. Étape aussi importante, ce qu'on a dit avant, c'est par rapport aux profils qui ont déjà entamé l'utilisation de la Power Platform, ils avaient le besoin de guidance, ok, de les guider. Donc, il a fallu mettre en place aussi un moyen de communiquer avec eux pour leur fournir la best practice, pour leur fournir les ressources qu'ils ont besoin pour savoir justement ce qu'ils ont le droit de faire, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire, comment le faire et comment bien utiliser la plateforme chez Mars. Le but de tout ça, c'est vraiment d'éviter tout ce qui est Shadow IT et de garder le contrôle sur la Power Platform. Voilà, tout simplement pour éviter que ça explose et qu'on apprenne en fait au fur et à mesure des use cases, qu'on apprenne aussi de comment les citizen développeurs voient l'outil, quelles sont les problématiques qu'ils creusent, quels sont les besoins qu'ils ont et comment on peut les accompagner grâce aussi au centre d'excellence tout en respectant tous toutes les contraintes de l'entreprise, sécurité, ce genre de choses. Alors, on a trouvé cette situation d'une personne de Toyota en fait qui disait que pourquoi est-ce qu'on fait Power Apps? C'est pas contre le enfin, c'est pas du Shadow IT, c'est contre le Shadow IT. L'exemple qui me vient vraiment à l'esprit quand je pense à cette phrase, c'est en parlant avec une personne d'Angleterre, c'est un développeur relativement avancé. On a découvert qu'il arrivait à se connecter malgré tout ce qu'on avait sécurisé et SAP. Alors comment est-ce qu'il faisait? Il passait par du VBA. C'est très bien joué, mais en fait, il faisait ça depuis longtemps. En fait, ça fait 20 ans qu'il faisait ça, personne n'était au courant. Donc, la seule chose que, et c'est, enfin, moi, mon rôle, c'est vraiment d'apporter cette fidélité au sein de Mars. Donc, on a parlé avec interface des équipes d'architecture et sécurité. Et ce que je leur disais, on peut voir ça de deux façons. La mauvaise façon, c'est effectivement via le Power Apps, on peut quand même faire des trucs qu'on n'arrive pas forcément à contrôler. L'autre façon de le voir, et je préférais cette façon-là, c'est plus que ça fait 20 ans qu'il fait ça, c'est la première fois qu'on le découvre. Donc, ça m'apporte de la visibilité. Donc, c'est vraiment ça, en fait, qui a réussi à convaincre d'une certaine manière d'ouvrir nos apps. Ensuite, le deuxième coup de chance qu'on a eu, c'est il y a eu le Covid. Ça peut paraître très bête, mais le Covid a encore plus accéléré les choses pour nous. Pourquoi? Parce que durant le Covid, c'était le sentiment qu'on avait, on était tous à la maison, on se sentait tous un petit peu inutiles et ben, on s'était juste dit, mais qu'est-ce qui va se passer après le Covid? Et donc, en fait, avant même que Microsoft crée sa propre application pour retourner au bureau, nous, on a créé notre propre application pour retourner au bureau. Elle s'appelle WeCare. Cette application a été d'abord dédiée juste pour la France. Avant même qu'on l'implémente pour la France, c'est vraiment une autre histoire que j'aime beaucoup. C'est on a essayé de la mettre pour la France, mais pour la mettre pour la France, il faut d'abord passer par les instances représentatives du personnel, qui en fait partie pour Mars, donc je ne peux pas cliquer. Mais toujours est-il que ça prend du temps.
Et donc, on a essayé de la faire pour la France, mais avant de réussir à la mettre en place pour la France, elle était déjà implémentée en Pologne et à Dubaï. Et actuellement, cette application, donc elle a été créée, je crois, en juin 2020, dans mes souvenirs. Elle est utilisée sur 86 mars, et il y a 12 000 utilisateurs qui l'ont utilisée le 5 mars. Grâce à grâce à cette application, en fait, j'ai pu présenter Power Apps à notre CDO, donc notre Chief Digital Officer. Et c'est là que, bon, on était déjà relativement bien, mais ça s'est encore accéléré. C'est là qu'on passe sur le slide suivant, où la digitalisation n'est plus vraiment une option. En présentant Power Apps à notre big boss informatique au monde, on nous avait fait un défi, organiser un hackathon. Ça peut être quand tu m'as dit ça, c'était à la fois une très bonne surprise et une très mauvaise surprise. Mais quand vous êtes dans un groupe de 130 000 personnes, organiser un hackathon en virtuel, ça peut être tout et n'importe quoi, sachant qu'il avait un objectif de au moins attirer 2000 personnes lors de ce hackathon. Donc, qu'est-ce qu'on voulait faire déjà? Enfin, la première chose qu'on a faite, c'est qu'est-ce qu'on veut faire durant ce hackathon? Donc, c'était déjà, juste avant d'expliquer, on ne voulait pas mettre d'attention sur Power Apps, là, on voulait mettre l'attention sur Power Apps. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle mettre de l'awareness, donc créer de l'attention. On voulait aussi collecter des idées. Pourquoi? Parce que tout le monde est à la maison, donc comment est-ce qu'on peut encore avoir les idées des différentes personnes sur qu'est-ce qu'il est possible de faire d'un point de vue digitalisation? Tout le monde étant à la maison, on voulait faire quelque chose d'amusant, donc créer un environnement qui soit stimulant. Et on voulait aussi célébrer tout ce qui a été fait par le passé, parce qu'on avait déjà plein d'applications qui étaient relativement intéressantes, et aussi des choses qu'on a prévu de faire. Donc on voulait un petit peu promouvoir nos citizen développeurs et leur permettre aussi de se vendre, parce qu'en fait, ils avaient fait des choses qui étaient relativement extraordinaires sans que quiconque soit au courant. Alors, par rapport à tout ça, en fait, on avait différentes mesures de succès. La première, c'était qu'on voulait vraiment que notre leadership team, notre équipe de directeurs, de segment, de VP de segment, en fait, participent. Ils ont tous participé. On a eu le support de Microsoft aussi, on a eu Microsoft Garage qui nous a aidés, il y a différentes personnes de Microsoft qui ont participé à l'élaboration de cette événement. Et au final, niveau chiffre, on a eu près de 500 personnes qui ont participé. Quand je dis 500 personnes, c'est 500 personnes à travers le monde. On a vraiment des personnes de tous les horizons. Durant 2 jours complets. Donc, c'est 2 jours où en fait, ils ont fait que du Power Apps, qui venaient vraiment de tous les segments, de toutes les régions, de toutes les fonctionnalités. C'est relativement intéressant. On avait, outre 500 personnes, on avait vraiment beaucoup de monde à l'opening et à une closing session. Et je crois qu'on est au final avec près de 2000 personnes en tout et pour tout, si on compte toutes les personnes. On avait vraiment beaucoup de personnes, c'est faut distinguer ça. On essaie de faire un hackathon. Ce n'est pas une conférence. Les personnes ont fait des conférences. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avant d'arriver à ce hackathon, en fait, ils ne connaissaient rien à Power Apps. On avait beau leur envoyer le matériel en avance, tiens, vous allez vous former. À Mars, on ne se forme pas trop avant d'être dans le truc, donc ils ne sont pas formés. On a dû les former durant les 2 jours. Et ensuite, ce qu'on voulait vraiment, c'était, certes, on avait beaucoup de challenges, et chacun pouvait venir avec son propre challenge. Il fallait composer son équipe que vous ne connaissez pas forcément, donc il fallait rencontrer des personnes que vous ne connaissez pas. Et le but, c'était quand même, au bout de 2 jours, faire quelque chose. Et sur les 100 équipes, donc il y avait 500 personnes, 100 équipes, sur 100 équipes, il y en a 75 qui ont réussi à faire un prototype à la fin. Et ensuite, le dernier truc, la dernière mesure de succès, pardon, c'était vraiment regarder est-ce qu'on aura plus de systèmes développeurs par la suite, est-ce qu'on aura plus d'applications. On a voulu faire un survey aussi pour savoir si les gens étaient satisfaits. Au final, on n'a même pas besoin de faire des surveys. On a une vidéo en fait, de tous les gens en fait, qui nous remercient pour nous dire que vraiment c'était super intéressant. Ensuite, c'est les résultats, on les a dit juste avant. Donc, on a vraiment eu le support de notre CDE. On avait Microsoft qui nous a aidés, avec notamment Denis Sarkar qui était là. Donc, c'est des personnes de Microsoft qui promeuvent tout ce qui est fusion de team, qui nous a fait un petit speech d'introduction. On a vraiment eu un partnership avec Microsoft. Donc, les gagnants du hackathon en fait, vont participer au hackathon de Microsoft dans les prochaines semaines. Et encore une fois, j'insiste sur le fait que c'était une compétition, mais c'était aussi un événement pour se former. Et moi, j'ai vraiment ce souvenir, c'était durant le hackathon, je crois que c'est mercredi. Ça fait 3 jours pour travailler vraiment non-stop, vraiment beaucoup. Et en fait, le hackathon, c'est fait via Teams. Et en fait, on voyait au fur et à mesure, on avait quand même une cinquantaine de channels Teams. Et toutes les personnes, en fait, il y a des vidéos qui commencent à s'activer au fur et à mesure.
Et en fait, nous, on était là en tant que coach, et on pouvait rentrer dans chacune des discussions. Et ce qui était intéressant de voir, en fait, moi, je suis rentré dans une des sessions, tu avais une Suisse, une Sud-Africaine, et je crois que c'était un Chinois, pour je me souviens, qui avait l'air, j'avais l'impression qu'ils se connaissaient depuis super longtemps, en fait, ils se connaissaient depuis 2 heures. Et ils travaillaient sur une problématique commune. Et c'est vraiment là, en fait, où il y a vraiment un super sentiment de se dire que ces gens se sont rencontrés grâce à la Power Up, c'est grâce à cette. C'est ça qui était vraiment très, très intéressant. Alors, ce qu'on a essayé de faire, je vous disais aussi, c'est qu'on a essayé de faire un truc qui était fun. Et vous avez probablement une image qui vous intrigue, c'est celle-ci. C'est comme ça qu'on a réussi à convaincre notre directeur informatique aussi monde. On a trouvé un jeu sur Google, sur Internet, sur GitHub, peu importe. C'était un Flappy Bird. Donc, en gros, vous appuyez sur l'écran, il y a un oiseau, vous pouvez toucher les murs. Si vous touchez les murs, vous perdez. On l'a juste converti en MMs. Ça nous a pris environ. Alors, ça a pris, pas moi, Loïc, 4 heures. Le plus long a été de faire l'image sur les M&M's. Voilà. Et en fait, c'était pour montrer la philosophie qui était derrière, c'était juste pour montrer que vous pouvez faire tout et n'importe quoi avec Power Apps. Vous pouvez même faire un jeu. Euh, L'autre souvenir, c'est on a un citizen developer, c'est un opérateur d'une usine au Canada. En fait, il a fait un jeu, c'était Batman contre Superman. Donc, vous pouvez tout tirer dessus. Bon, il n'y a pas de fin au jeu, mais c'est la preuve que vous pouvez faire des jeux en Power Apps. Vous pouvez vraiment faire tout et n'importe quoi. Et c'est comme ça qu'on essaie de le vendre. C'est ayez vos idées. Nous, en fait, on va vous aider à convertir votre idée en prototype. Et c'est ce qu'on a essayé de faire dans ce web. Sur Hackathon, on a aussi utilisé la Power Platform et toute la suite Microsoft 365 pour soutenir justement l'événement. Toutes les applications d'inscription et de gestion des idées du hackathon ont été collectées grâce à une Power App. Aussi pour donner envie aux gens, dire voilà ce qu'on sait faire. Vous avez utilisé la Power Platform pour créer votre propre application, mais vous êtes déjà en train d'en utiliser une. Pour donner un peu des idées sur ce qui a été fait. Et puis Teams aussi pour soutenir toutes les équipes, c'était assez incroyable. Et donc, pour aider ces équipes, en fait, on avait des champions, des citizen développeurs. Ce qui était incroyable aussi, c'est de voir la passion des citizen développeurs. Donc, j'ai notamment le souvenir de 2 personnes qui étaient basées en Russie, en fait, qui ont travaillé de 8 heures à minuit dans 2 jours d'affilée pour aider non seulement les gens qui étaient en Europe, mais aussi les gens qui étaient aux États-Unis ou donc en fait, c'était vraiment, on a créé un sens une communauté en fait pour Apps au sein de nous, ce qui est vraiment très très intéressant. Du coup, deuxième quiz, et là vous allez me dire que c'est l'Égypte. Quels sont les pays qui avaient gagné le hackathon? Kazakhstan. Ça aurait pu être le Kazakhstan. Donc effectivement, pour une fois, il y a les États-Unis. Donc on avait 5 vainqueurs. On a essayé de faire un petit peu une répartition entre les segments et la géographie. Donc forcément, les gens qui ont gagné qui venaient des États-Unis. Il y a un autre gros pays, c'est le Brésil. Et ensuite, le grand gagnant, en fait, les cinquièmes, c'était la Malaisie. Personne ne s'attendait à voir la Malaisie ici. Et la Malaisie a fait quelque chose qui était relativement sympathique. Et le grand gagnant, en fait, on les connaissait en avance parce qu'ils avaient déjà fait une très très bonne application dans Power Apps. C'était l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, ils ont fait une application qui était juste exceptionnelle. Il y avait une personne qu'ils ont réussi à former. C'était un stagiaire à la base, en fait, qui est devenu expert Power Apps sur l'Afrique du Sud. Et il a fait une application qui était juste magnifique. En bout de 2 jours, c'est relativement impressionnant. Alors, par rapport à tout ça, en fait, plus vous promouvez la Power Platform et plus vous devez avoir une discipline aussi d'une certaine manière derrière. Vraiment, ce qu'on a essayé de faire, c'est vraiment de trouver un modèle qui était à la fois entre le citizen développeur et notre équipe à nous, qu'est-ce que nous on peut faire. Et c'est là qu'on a essayé de définir cette matrice d'une certaine manière, c'est définir si votre application elle est complexe ou pas complexe, parce qu'elle est critique ou pas critique, et suivant la couleur, en fait, vous pouvez voir que le jaune, par exemple, c'est du citizen developer. Le citizen developer peut faire des applications qui sont relativement simples, qui sont limitées à lui-même ou à son équipe. S'il veut faire des applications pour son segment, des applications plus complexes, là, on pense déjà qu'un citizen développeur, c'est sympa, mais il faut peut-être le former avant. Donc, là, en fait, on va passer à un niveau Power Apps Champion. Donc, ça peut être soit être un citizen développeur qui est accompagné par notre équipe, soit c'est un Power Apps Champion. Ce sera ici, donc en vert. Par contre, si on constate qu'il y a une grosse idée, qui est vraiment une idée d'entreprise, là, on va le limiter et c'est notre équipe qui va le faire. Quand je dis notre équipe, on a une équipe de 20 développeurs qui sont derrière, qui vont faire du code. Et c'est vraiment tout ça, en fait, qui fait partie de notre gouvernance. On travaille aussi avec les équipes sécurité, architecture, parce qu'encore une fois, on ne veut pas recréer celui qui se passe au numéro 2, on veut vraiment éviter ça.
Pour tout ça, en fait, dès qu'on se connecte à un third-party connector, enfin, en dehors de SharePoint, on demande des approbations. On fait en sorte d'avoir vraiment l'approval des différentes équipes qui sont là. Et ensuite, on essaie de faire vraiment des partnerships au sein de Mars avec d'autres équipes, des équipes digitales, et aussi avec, pourquoi pas, des compagnies extérieures. On travaille avec SCT grâce à ce jetis, c'est très bien. Si je suis aussi ici aujourd'hui, c'est pour rencontrer d'autres entreprises, parce que notre histoire, elle est pas mal, mais je ne sais pas si elle est belle en fait, au final, donc, parce que moi je suis Mars. Donc j'essaie de me comparer à d'autres entreprises pour savoir qu'est-ce que vous faites aussi. Et ensuite, vraiment, ce qu'on essaie de faire de plus en plus, c'est d'encourager les systèmes développeurs en créant des training matériels, en promouvant leur success story. Donc, on a vraiment le comité Yammer derrière. On est en train de créer notre propre application au catalogue, donc un propre Apple WeCare, on appelle ça WeShare. Donc, c'est en fait, on va partager les plus belles applications. On essaie de créer des vidéos sur ces applications pour encourager en fait pour voir ce que les autres personnes ont fait et pour pas forcément refaire la même chose à chaque fois. Ensuite, notre but aussi, c'est de monitorer tout ce qui est application création. Encore une fois, de par le monde, vous avez souvent la même idée. Quand vous avez souvent la même idée, c'est peut-être qu'il y a besoin d'un un produit digital. Ça peut être du Power, ça peut être autre chose. Mais en fait, Power, ça peut vous aider tout simplement à avoir les différentes idées et éventuellement à identifier un produit. On va passer à la conclusion. Du coup, pour récapituler un peu toutes les phases par lesquelles Mars est passé, je vais reprendre un article qui a été publié par James Parker il y a quelques jours, qui était très pertinent à mon sens, qui le décrit sous cette forme-là. Donc, phase 1, découverte. Qu'est-ce que la Power Platform? Qui l'utilise déjà? À quoi ça sert? Donc, forcément, phase nécessaire, hein. Ensuite, on a commencé à créer les premières applications avec notamment celle que je vous présentais, Mars LifeSafe. On avait quoi d'autre? On avait Melton Digital Data aussi pour les entreprises qui était intéressante. On a ensuite explosé avec la phase 3 qui a, d'après James Parker, lui, ce serait plus sur passer à l'échelle un peu sur le nombre d'applications en production, puis créer le centre d'expertise. Quand on regarde un peu la trajectoire de Mars, nous, on a plus explosé sur la phase 3 grâce au hackathon. C'est là où on a vraiment passé à l'échelle, on a vraiment ouvert la plateforme, promu la plateforme pour une utilisation au sein du groupe. Et du coup, c'est vraiment là où c'est passé à l'échelle. Aujourd'hui, Mars est dans la phase 4 bien avancée, où on est en train on a déjà posé les bases du centre d'excellence. Et du coup, maintenant, avec l'utilisation de plus en plus grande de la Power Platform, il faut aussi que le centre d'excellence s'adapte, hein. De plus en plus d'applications, de plus en plus de besoins, de plus en plus de demandes. Donc, il faut voir comment s'assurer que le centre d'excellence tient la route par rapport à tout ce qui est, par rapport à tout ce qui est fait, tout ce qui est fait par les citizen développeurs et tout ce qui est demandé aussi d'un côté delivery. Parce qu'actuellement, l'équipe qui est dans le centre d'excellence fait à la fois la partie gouvernance et à la fois la partie delivery. Donc, on a cette équipe-là. On a vraiment embrassé le modèle test and learn. L'idée, c'est vraiment de faire en mode itératif. On n'a pas pris le parti de tout bloquer, s'assurer qu'on est prêt et ensuite d'ouvrir. Mais on a pris le parti de grandir avec les utilisateurs. On a posé les bases, on a sécurisé les fondations pour s'assurer que ça ne parte pas n'importe comment. Et petit à petit, on a appris. Et en apprenant, on a construit dessus pour accompagner au mieux les gens de l'entreprise. Et pour donc, accompagner les citizen développeurs, mais aussi répondre aux contraintes et aux demandes des autres équipes sécurité, équipe architecture, pour s'assurer que tout était sous contrôle. Parce que forcément, quand il y a centaines d'utilisateurs, les contraintes ne sont pas les mêmes que quand il y en a, quand il y en a 20 000. Voilà. On arrive maintenant à un stade où on se demande, on s'est trouvé un paradoxe sur la Power Platform. C'est vraiment un vrai paradoxe, c'est parce qu'au final, donc, mon équipe, c'est une vingtaine de développeurs. C'est à un moment, on ne peut pas à la fois gouverner et délivrer en même temps, d'une certaine manière. Donc ça devient un vrai paradoxe, c'est vraiment quelle direction prendre. Donc dans James Parker disait qu'il y avait 4 étapes, alors je pense qu'on est dans la 5e. Si on se pose vraiment la question, c'est quoi la suite? C'est comment contrôler cette suite? Quelles sont les bonnes choses à prendre? Il y a plein de choses qu'on pourrait faire, encore une fois. Donc il y a plein de choses, et il y a Builder, Virtual Agent, les portails. C'est des choses qu'on peut explorer, qu'on a déjà exploré d'ailleurs au passage. D'un point de vue delivery, on peut vraiment faire beaucoup de choses. D'un point de vue gouvernance, on peut il y a d'autres choses à faire. Donc c'est vraiment quelle est
le sens profond de mon outil d'une certaine manière, c'est est-ce que c'est délivré ou gouverné, ce qui n'est pas forcément vraiment la même chose. Et le vrai paradoxe qui est derrière, c'est Power Apps, en fait, c'est censé être du citizen developer. On a 20 développeurs qui sont là. Donc, est-ce que c'est vraiment du citizen developer? Est-ce que le citizen developer est juste là pour faire des idées? Et ensuite, c'est notre équipe qui reprend. Microsoft parle beaucoup des équipes fusion, donc c'est probablement vers là qu'il faut aller. Encore une fois, il faut le maîtriser. Il faut trouver toujours cette balance d'une certaine manière. Et vraiment, d'un point de vue, on a des différents challenges. Je laisse énumérer. Ouais. Donc les challenges, du coup, c'est en partie ce que tu viens de dénoncer, hein. Comment on s'organise, comment restructurer notre équipe pour s'assurer que il y ait peut-être une équipe dédiée à tout ce qui est gouvernance et une équipe dédiée au delivery. Donc il y a une question d'organisation ici, de rôle et responsabilité. Structurer les fusions team, parce que alors, le concept est sympa, mais ça demande quand même un certain nombre de process de mise en place, d'outils pour soutenir ça aussi, de règles de sécurité aussi pour mettre à disposition les bonnes données aux bonnes personnes. Donc, il y a tout ça à structurer. Autre challenge aussi, c'est que la Power Platform, le ROI est fort quand il est complètement utilisé par le citizen development. Il faut faire en sorte que les gens ne se lassent pas de la plateforme. Tout simplement, continuent de l'utiliser. Faut pas que ça devienne une mode. Parce que si ça devient une mode, tout ce qu'on a investi derrière, au bout d'un moment, va retomber. Et puis, on va retomber sur un autre produit qui va venir plus tard et il faudra tout refaire. Donc là, il y a vraiment c'est la notion de comment on garde la communauté soudée, comment on anime la communauté, comment on les accompagne pour toujours utiliser au maximum la Power Platform. Et le dernier point, qui n'est pas des moindres, la Power Platform, on le voit avec tout ce que Microsoft pousse, hein, ça va vite, ça évolue très très vite. Comment on reste à jour? Ouais. La Power Platform entre aujourd'hui et il y a un an, énormément de choses ont changé. Les méthodes de déploiement ont changé, les possibilités d'ALM ont complètement explosé aussi. Les fonctionnalités même de la Power Platform évoluent aussi. Donc il y a aussi un besoin de rester à jour. Voilà, de toujours se dire quelles sont les nouveautés, comment ça m'impacte et comment je réagis à ces nouveautés, comment je peux les mettre à disposition de mes systèmes de développement. Du coup, pour conclure cette situation, vraiment la grande leçon pour revenir au final sur Power Apps, le plus difficile à obtenir, c'est vraiment le sponsoring. Si vous avez le sponsoring de votre direction pour lancer là-dedans, les systèmes développeurs vont être intéressés. Et moi, c'est ce qui s'est passé chez Mars. Le plus difficile, c'est vraiment de convaincre, d'une certaine manière, d'ouvrir les systèmes, d'une certaine manière. C'est vraiment ça qui est le plus difficile. Une fois que vous avez réussi à ouvrir, vous avez des idées qui arrivent, vous avez des QQ qui sont identifiés, qui vous permettent de créer un cercle vertueux, d'une certaine manière. Merci beaucoup. Vous retrouvez ici nos différents liens sur les réseaux sociaux si vous voulez nous contacter. Pour ceux qui sont en physique, on est disponible pour échanger avec vous. On a aussi Olivier Malamé, commercial de Sogeti, qui est là pour vous accompagner si vous avez des questions. Un petit peu de pub dans ce sponsor. Voilà. Alors, si vous avez des questions, c'est le moment aussi. Alors, si en ligne, vous avez des questions, c'est aussi possible. Questions dans la salle? Question sur le business model. Je répète pour ceux qui sont en ligne, c'est un peu long. Question sur le business model, comment on facture, comment on gère la facturation des citizen développeurs et des équipes qui ont plus du projet standard avec du Power Apps. Alors déjà, c'est une très bonne question parce qu'on a longtemps trouvé la solution. Je ne suis pas sûr que ce soit toujours la bonne solution d'ailleurs au passage. Déjà, si c'est un système développeur qui va faire le développement lui-même, forcément, on ne va pas facturer grand-chose. Par contre, ce qu'on a derrière, on a des doctor sessions. Donc des doctor sessions, on a différents experts Power Apps qui sont soit en interne, soit via Loïc. On va refacturer. En fait, on ne les facture pas très très cher. En l'occurrence, c'est $750 pour 4 sessions de 2 heures. C'est le prix en interne.
Et en fait, ça permet au système développeur d'avoir 4 sessions de 2 heures qui vont lui permettre en fait de mieux faire sa réflexion, de voir des points spécifiques qui vont nous permettre de faire son développement. Après, ça, c'est vraiment spécifiquement pour le système développeur. Souvent, ce qu'on constate, c'est qu'on a des demandes de projets, mais en fait, ils nous délèguent complètement la tâche aussi. Donc, à partir de là, on facture ça comme un projet classique d'une certaine manière. C'est un coût pour un sprint, c'est des sprints généralement, enfin, c'est des sprints de 1 semaine, c'est 4 semaines pour un projet généralement. Et tu factures vraiment le coût réel à ton business. Par rapport aux licences aussi, les licences sont directement achetées par le business, certes via nous, mais sur Microsoft. Donc on n'a pas un pool de licences extensif pour l'instant. C'est une des pistes de réflexion qu'on est en train de faire. Et voilà, c'est essentiellement ça. Donc on a les user sessions qui sont payantes. Et on a aussi des discovery sessions, d'ailleurs, au passage, pour les nouveaux citizen développeurs. C'est une fois par mois, en fait, on fait une session de découverte sur Power Apps, qui est gratuite. D'ailleurs, la première Doctor Session est gratuite aussi. C'est pour inciter à la consommation. Effectivement, pour accompagner, pour compléter un peu, pour accompagner les citizen développeurs, il y a beaucoup d'instances officielles qui ont été mises en place à travers justement ces différentes sessions. Il y en a d'autres aussi, il y a le All App, ce genre de choses. Et après aussi, en fait, au fur et à mesure, on commence à connaître les citizen développeurs et il y a un lien officiel aussi qui se fait. Moi, je sais que très régulièrement, il y a des gens qui me contactent et qui me posent une question. Donc, de temps en temps, quand c'est des questions simples, je réponds, ou je prends une demi-heure avec eux. Et quand c'est des questions qui sont un peu plus complexes, ben là, je redirige vers les instances un peu plus officielles pour creuser pour. Donc, il y a aussi une proximité qui se fait, qui permet aussi de garder un peu de contact avec la communauté. C'est ce que je disais, hein. L'animation de la communauté, c'est très important. Qu'ils sachent qui vous êtes, qu'ils sachent que vous êtes un référent, vous êtes un point de contact pour eux, pour les aiguiller sur la bonne information. J'enchaîne aussi sur les licences. Je comprends que le créateur doit avoir une licence. Pour les personnes qui utilisent l'application, comment ça se passe? Ouais. Alors, Parce qu'il y a un serveur, en fait, il y a comme le cloud à financer, je pense, pour les Il y a 2 types d'applications. Il y a les applications qui sont gratuites, donc des applications avec des connecteurs basiques, avec du SharePoint, avec du Excel et compagnie. Donc ça, il n'y a pas besoin de licence particulière. C'est les licences E3 classiques que tout le monde a. Et en fait, Power Apps, c'était pour Premium Pricing. Et après, tu as vraiment les applications qui sont premium, donc qui se connectent à base SQL, par exemple, CDS, ou peu importe, à d'autres systèmes. Et là, tu as un coût qui peut être le plus public, c'est de 5 $, par mois par utilisateur. Si tu as beaucoup d'utilisateurs, ça peut être très cher. Ou alors, tu as l'autre possibilité, c'est que l'utilisateur, tu peux avoir un nombre illimité d'applications et c'est 20 $ par mois. En fait, c'est le parallèle avec Power BI, les capacités premium ou pro, ça. Ouais, tout à fait. D'accord, c'est ça. deux choses. Il y a la même notion effectivement dans Power Apps, c'est en fonction de ce qu'ils utilisent. Alors, juste par rapport à ce que tu disais, pour une application premium, chaque utilisateur doit avoir une licence, pas que le développeur. Dans Power Apps. Pour utiliser une application qui utilise des capacités premium, il faut que tout le monde ait une licence. Prenons l'exemple de Weekend, donc notre application pour retourner au bureau. Forcément, c'est une application standard, parce qu'avec 12 000 utilisateurs par mois, ça fait 60 $ par mois de licence. Donc parfois, il faut faire attention. Donc là, pour éviter les coûts de licence, il y a des architectures à mettre en place et à réfléchir correctement pour s'assurer qu'on doit soit aller sur des choses avec des licences, soit utiliser des biais un peu détournés pour éviter les coûts de licence. Forcément, lorsqu'on veut éviter les coûts de licence, ça complexifie un petit peu l'architecture. Donc il faut quand même il faut être vigilant. Typiquement, Wicker, maintenant, ça devient, on l'a fait un peu rapidement dû à la crise sanitaire. Maintenant on a le nombre d'applications, elle est déployée une vingtaine de fois, un truc comme ça. Ça fait 20 applications à gérer, 20 environnements à sécuriser. Enfin, et tout ça pour éviter les coûts de licence, alors qu'on aurait pu très bien faire une application avec le dataverse derrière, mais ça nous aurait coûté très cher. Et ça aurait été beaucoup plus simple à maintenir. Oui. Oui. En termes de monitoring, le starter kit est quand même assez complet en termes de compréhension de ce qu'il y a sur le tenant. C'est très complet. Après, là où il va falloir adapter, comme le nom le dit, hein, c'est un starter kit. Donc, il va falloir l'adapter à vos besoins. Toutes les entreprises n'ont peut-être pas envie de voir la même information ou ont peut-être envie de voir l'information sous un angle différent. Typiquement, le starter kit ne donne pas l'information à propos des segments Mars. On n'a pas cette info. Et pourtant, vu comment organiser Mars, ça peut être intéressant de voir les chiffres par segment. Donc, c'est ce genre d'information.
Le starter kit, hein, c'est vraiment une base, c'est très avancé, ça permet de faire beaucoup de choses. C'est très bien pour commencer. Et après, quand on grandit avec la maturité, voir comment l'adapter et peut-être réutiliser ce qui a été fait pour mettre en place vos propres process. Et encore une fois, ça reste que des outils. Au-delà des outils, après, il faut mettre des personnes derrière qui vont supporter ces process-là. Parce que les outils ils vont vous dire, bah voilà, il y a telle personne a quitté l'entreprise, cette application, il n'y a plus personne qui l'utilise. Il n'y a personne qui va dire, qui va aller vérifier à quoi elle servait l'application. Est-ce qu'elle a est-ce qu'elle est pertinente? Est-ce qu'elle n'est pas pertinente? Qu'est-ce qu'on en fait? Ce genre de choses. Donc, il faut quand même des personnes, des process derrière pour dire, bah voilà, on a ces informations-là, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on le traduit après en quelque chose de tangible? Ça répond à ta question? Alors, très bonne question, très mauvais chiffre, on en a plus de 600. Parce qu'en fait, la problématique des environnements avec la Power Platform maintenant, c'est notamment chez Mars, c'est que vous savez que la Power Platform, enfin, pour ceux qui ne savent pas, du coup, c'est le même socle technique que Dynamics. Mars utilise Dynamics, ça veut dire que tous les environnements Dynamics tombent aussi dans le listing des environnements Power Apps. Et Dynamics chez Mars crée beaucoup d'environnements. Donc déjà, ça fausse justement les chiffres. Ensuite, il y a Teams qui est arrivé il y a quelques années. Initialement, c'était simple, c'était simple. On se disait, il y en avait, la règle, c'était 500 environnements Teams pour chaque entreprise. Depuis peu, ça a changé. C'est en fonction du nombre de licences Office 365 que vous avez. Et en plus, ce qui va fausser encore plus, c'est que maintenant, dans Teams, vous pouvez rajouter des applications Power Apps sans que vous sachiez que c'est une Power Apps. Et du coup, ça crée un environnement derrière pour vous, sans que vous le sachiez. Et donc là, encore une fois, le nombre d'environnements explose. Après, en termes de stratégie d'environnement, donc il y a effectivement cet environnement-là. Pour le développement pur, pour notre équipe, on a créé 3 environnements, des environnements de développement qui sont partagés avec certains champions. Donc pourquoi 3? Dev, test, prod, tout simplement, pour suivre les process de développement classiques. Et à côté de ça, on a des environnements qui sont dédiés aux power users, avec des règles de sécurité un peu plus légères que sur l'environnement par défaut, parce qu'on sait que ces personnes-là savent utiliser la plateforme, ils ont déjà prouvé leurs compétences, et donc quelque part, on leur fait confiance en leur disant, bah, vous pouvez accomplir un peu plus. Et on est en train de mettre en place aussi des environnements par segment, justement. Parce qu'on a de plus en plus de demandes de segments qui disent, voilà, moi, je vais faire une application qui serait potentiellement pour tout le segment, pour toute une équipe, des choses comme ça. Donc, au lieu de tout mettre dans nos environnements, comme on faisait au début, on est en train de structurer ça en se disant, bah, Royal Canin veut faire une application, on met toutes les applications Royal Canin dans un environnement. Avec, encore une fois, les règles de sécurité, du coup, les connecteurs qui sont nécessaires juste pour les applications qui sont dans cet environnement-là, des accès qui sont juste limités à ceux qui ont besoin d'accéder à cette application, ce genre de choses. Voilà. Vous avez parlé d'un accompagnement que vous avez, je crois que c'était Nurture. Ouais. Concrètement, c'était quoi? Vous aviez un portail, je sais pas, SharePoint qui listait les questions les plus fréquentes que les gens se posent. Vous avez une communauté gamer avec des On astuces. a un portail SharePoint, on a une communauté gamer. On est en train de créer une application, enfin, de catalogue d'applications qu'on crée avec des vidéos qui expliquent qu'est-ce que les différentes applications font. D'accord. On a des user groups aussi, tous les mois. En certaine manière, on crée une communauté. Il y a aussi chaque fois qu'un nouveau utilisateur crée une Power App pour la première fois, il reçoit un email automatiquement pour lui lister un peu les ressources, pour lui lister justement les groupes qui existent pour intégrer la communauté. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a toutes les instances qu'on a parlé de training aussi, le Your Own App, le Doctor Station, choses comme ça rentre aussi dans la partie nurturing. Donc, du coup, on communique dessus pour, euh, pour, euh, former la communauté. On n'en a pas une ou deux, on est limite à 5. On a créé une communauté SharePoint, on a créé une communauté workflow, ça peut être avec du Power Automate, on a aussi Nintex derrière, et notre capacité. On a une communauté Power Apps,
On a une communauté Power Apps par un développeur de notre équipe. Et après, on a vraiment la communauté Mars tout court. Donc, on va dire nos clients d'applications. D'ici 2 semaines, on prévoit par exemple d'envoyer une newsletter avec notre catalogue d'applications. Et là, c'est pour 20 000 personnes qui ont utilisé Power Apps. La notion de communauté, c'est un petit peu, enfin, on peut la définir dessus en fait. Après, je pense que ça peut être intéressant, même pour les citizen développeurs, d'être au contact de personnes qui ont une expérience technique. Parce que justement, confronter les deux points de vue peut être très enrichissant. D'avoir le citizen qui va sûrement avoir plus de recul sur son métier parce que lui, il y est confronté tous les jours. Et la personne technique, qui, lui, va avoir plus de recul sur comment on crée une application et qui va peut-être, du coup, alimenter les échanges d'un point de vue technique. Et donc, je pense que c'est bien d'avoir un espace quand même où on a tout le monde. D'autres questions? Alors, en ligne, a priori, il n'y a pas de questions. Non, pas de questions en ligne. Vous avez eu l'année dernière encore, ça m'intéresse. Avec plaisir. Vous avez utilisé des outils pour automatiser vos tests, que vous créez des applications, mais après, il faut tester peut-être Ça fait partie la du charge, challenge, tout ça. effectivement. Enfin, c'est particulièrement vrai. Une question qu'on n'a pas eue, mais qu'on aurait pu avoir, c'est sur le support de ces applications. C'est comment supporter ces applications, comment faire en sorte qu'elles soient vraiment, si une personne part, comment savoir qu'est-ce qu'elle faisait derrière. Le testing en fait partie, ça fait partie de ce challenge, effectivement. Donc, Il n'y a pas de module fourni par la Power Platform. Avec la Power Platform, actuellement, il y a un outil de testing qui est en preview et qui reste encore assez limité et qui, de mémoire, n'est pas encore forcément intégrable avec tous les outils en industrialisation, type Azure DevOps et compagnie. Il y a des prémices, il y a des choses qui se mettent en place. Il faut garder en tête que la Power Platform reste une plateforme qui est jeune. Elle a encore beaucoup de choses à apporter, bien que ce qu'elle nous produit maintenant est très qualitatif. Mais on a encore une marge de progression qui est assez grande, notamment sur tout l'aspect industrialisation. la transparence, c'est quelque chose qu'on prévoit de faire pour en 2022. On aura une personne dédiée à testing. Pour faire du vrai Pour testing. faire des tests, faire des scripts de tests. Et ça commence à devenir une règle de sécurité. C'est un boulot. Très Merci bien. encore. S'il n'y a pas d'autres questions, encore merci à vous.